Bonjour, bienvenue à cette conférence sur les thérapies de conversion dans le cadre du Rendez-vous de la fierté Acadie Love 2020. J'aimerais indiquer tout d'abord que nous sommes sur le territoire des Mi'kmaq, territoire qu'ils n'ont jamais concédé à ce jour. Cet entretien sera d'une durée approximative d'1 heure. Une période de questions de la salle et des internautes sera allouée à la fin de la conférence. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions dès maintenant via Facebook Messenger. Pour protéger l'anonymat de tout le monde, nous vous invitons à ne pas indiquer votre nom au début de votre question. Nous allons alterner entre les questions de la salle et celles venant des internautes à la fin de la conférence. Sachez que nous remettrons toutes les questions à nos conférenciers si jamais nous n'avons pas le temps maintenant de répondre à vos questions. Veuillez noter également que les conférenciers seront filmés pour diffusion ultérieure. Vous ne serez pas filmés dans la salle et seul un enregistrement sonore permettra d'entendre vos questions lors de la période de questions. Je relayerai les questions pour les personnes qui sont dans la salle. Victor Szymanski est un étudiant de 3e cycle à l'Université du Nouveau-Brunswick, où il prépare actuellement une maîtrise en recherche appliquée sur les services de santé. Sa thèse porte sur les lacunes et les obstacles aux services de santé pour les enfants adoptés par les familles dans le cadre du système de placement familial. Il s'intéresse notamment à l'élimination des écarts de soins qui existent entre les services sociaux et les services de santé, à la prestation de services aux populations marginalisées, au développement de l'enfance et à la réduction de la pauvreté. En tant que survivant de la thérapie de conversion, Victor se passionne pour la défense des droits afin de mettre fin à la discrimination institutionnalisée, en particulier la pathologisation des identités LGBTQ2+, et le racisme systémique inhérent à notre société. L'honorable René Cormier a fait son entrée au Sénat du Canada le 15 novembre 2016 en tant que sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick. Homme d'action engagé dans une démarche citoyenne visant l'épanouissement de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick et de la francophonie, le sénateur Cormier possède une longue feuille de route professionnelle dans le domaine des arts et de la culture. Depuis qu'il est au Sénat, le sénateur Cormier est intensément dans les enjeux et les droits de la personne, particulièrement les droits de la communauté LGBTQ2+. Cet après-midi, le sénateur René Cormier et Victor Szymanski discuteront de cette pratique qui est controversée et de ses effets sur la vie de nombreux citoyens et citoyennes. M. Szymanski, vous l'aurez vu, est présent virtuellement car les consignes reliées à la pandémie l'empêchent actuellement de se déplacer. Les thérapies de conversion ont principalement été introduites au milieu du 20e siècle comme réponse à une pathologie, par exemple l'homosexualité ou l'identité trans, et étaient administrées par des services de soins de santé mentale, psychologie ou psychiatrie. Elles étaient donc pratiquées afin de guérir la diversité sexuelle ou de genre qui était considérée comme une déviation ou une maladie mentale. L'objectif étant d'atteindre la norme biologique, c'est-à-dire l'hétérosexualité et l'alignement du sexe attribué à la naissance avec l'identité de genre de la personne. La conférence d'aujourd'hui vise donc à mieux comprendre l'impact de cette pratique qui existe encore de nos jours et d'en apprendre davantage sur le projet de loi C8 qui a récemment été déposé au Parlement du Canada. Je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je veux d'abord remercier et féliciter le Rendez-vous de la fierté Acadie Love de nous donner l'occasion de discuter de cette pratique très controversée avec quelqu'un qui l'a subi et aussi de parler du projet de loi C8, projet de loi, comme l'a dit la Présidente, qui a été déposé au Parlement du Canada tout récemment.
Avant de vous présenter Wiktor Szymanski, de m'entretenir avec lui de son parcours et de ses expériences et de son point de vue aussi sur cette expérience, je crois qu'il est important de préciser certains termes et certaines définitions pour qu'on soit tous au même endroit quand on parle de la thérapie de conversion d'une personne cisgenre. Alors, je vous informe déjà qu'il y a sur le site web du gouvernement du Canada un lexique sur la diversité sexuelle et de genre contenant une multitude de définitions. Et comme on le sait, le vocabulaire évolue constamment dans le domaine des droits LGBTQ2+, donc ça peut être très, très pertinent pour vous de vous rendre sur ce site pour obtenir cette information. Alors, aujourd'hui, je me servirai pour définir certains termes du projet de loi C8. C'est un projet de loi qui a été déposé, comme je le disais récemment, au Parlement du Canada, qui porte le titre de « Loi modifiant le Code criminel, thérapie de conversion ». Ce projet de loi-là n'a pas encore été débattu, mais nous allons nous en servir aujourd'hui comme référence pour notre discussion. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il propose essentiellement? Ce projet de loi propose d'interdire le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne adulte contre son gré. Interdire le fait de faire suivre une thérapie de conversion à un mineur, soit une personne de moins de 18 ans. Interdire le fait de faire passer un mineur à l'étranger pour qu'il y suive une thérapie de conversion. Interdire le fait de faire de la publicité en vue d'offrir de la thérapie de conversion. Et enfin, interdire le fait de bénéficier d'un avantage matériel provenant de la prestation de thérapie de conversion. Et le dernier point, ce projet de loi autorisera les tribunaux à ordonner la saisie de matériel contenant des publicités pour des thérapies de conversion et le retrait de ces publicités des systèmes informatiques et Internet. Alors, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de débattre du projet de loi, puisque ce sera le rôle des législateurs, c'est-à-dire des élus de la Chambre des communes et des sénateurs du Sénat, de débattre de ce projet de loi-là. Donc, il serait prématuré de prendre une position tout de suite sur le projet de loi, mais ce projet de loi, aujourd'hui, va nous servir d'élément de discussion pour mettre en relief les principaux enjeux, les principaux questionnements qui touchent la thérapie de conversion. Comme futur parrain de ce projet de loi au Sénat, je me pose déjà un certain nombre de questions sur son contenu, questions que je poserai quand je serai au Sénat lors des débats, mais je peux déjà affirmer que je suis absolument contre ce genre de pratique. Alors, il y a de nombreuses appellations, définitions, points de vue sur ce qu'est une thérapie de conversion, comme il y a de nombreux points de vue sur l'efficacité ou la non-efficacité de ce type de pratique. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie de conversion selon ce projet de loi? Pardon, je reviens. Alors, une thérapie de conversion, il s'agit d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuel. En d'autres mots, la thérapie de conversion vise à transformer une personne non hétérosexuelle en une personne hétérosexuelle et une personne trans ou de genre variant en une personne cisgenre. Alors, une personne cisgenre, c'est-à-dire une personne dont l'identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance. Dans ce projet de loi, il est entendu que la définition de thérapie de conversion ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à la transition de genre d'une personne. Quand quelqu'un veut avoir de l'aide et être accompagné pour transiter vers son genre, ou quand quelqu'un veut explorer ou construire son identité et a besoin d'être accompagné, le projet de loi ne touche pas, évidemment, à ces services-là et n'interdit pas ces services-là. Alors, en fonction du contexte, l'expression thérapie de conversion peut désigner une multitude de pratiques et de méthodes, dont certaines sont clandestines. Dans un rapport important produit tout récemment par l'expert indépendant des Nations unies sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre,
On donne de nombreux exemples d'approches, de pratiques et de méthodes associées au concept de thérapie de conversion qui sont présentes un peu partout dans le monde. Alors, on parle entre autres des approches suivantes. Et je vous préviens tout de suite, ces approches-là, évidemment, évoluent, se sont transformées au fil des ans et des générations, je dirais, mais quand même, elles démontrent bien comment les thérapies de conversion peuvent être abordées de différentes manières. Alors, 3 principaux types d'approches. Une approche psychothérapeutique, une approche médicale et une approche confessionnelle. Alors, l'approche psychothérapeutique, c'est une approche fondée sur l'idée que la diversité sexuelle ou de genre découle d'une éducation ou d'une expérience anormale. Par exemple, on va dire l'absence d'une figure paternelle, l'absence du père dans notre éducation, ou une omniprésence de la mère dans notre éducation ou dans notre expérience, sont des facteurs qui font en sorte qu'on dévie de l'hétérosexualité. Le genre de traitement, souvent, à une certaine époque, en tous les cas, c'était la thérapie par aversion, c'est-à-dire, vous avez sans doute entendu parler, on faisait asseoir des gens pour les aider, on leur faisait regarder des images sexuelles et on leur infligeait des douleurs par électrochoc ou par injection de substances qui provoquaient des nausées quand le patient était exposé à du matériel érotique pour le dissuader et le faire changer à ce niveau-là. L'approche médicale, c'est une approche fondée sur l'idée que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont la conséquence de dysfonctionnements biologiques. Alors, à une certaine époque, on procédait à la lobotomie, à l'ablation des organes sexuels, on administrait des médicaments ou des hormones ou des traitements de stéroïdes. Et dans le cas des femmes, traitement extrême dans certains pays, on appliquait de l'huile dans le vagin en espérant que ça permette la transformation de la personne au niveau de son identité sexuelle. Enfin, l'approche confessionnelle, elle part du principe que les orientations sexuelles et les identités de genre différentes ont quelque chose de fondamentalement mauvais. Alors, ce sont des dépendances qui peuvent être vaincues en suivant des préceptes d'un conseiller spirituel. Le genre de traitement, il y a des programmes, par exemple, en 12 étapes, qui promeut l'idée sous-jacente de sexualité malade ou de confusion liée au genre, démarche dans laquelle la frontière entre la religion et la psychothérapie est floue. Souvent, dans certains pays, à certaines époques, l'exorcisme, par exemple, faisait partie des supposément traitements pour guérir. Il y a des approches beaucoup plus violentes aussi, et je vous en cite quelques-unes. Des viols, par exemple, dits correctifs, qui étaient faits chez des femmes victimes des lesbiennes pour les corriger. Donc, il y avait des viols correctifs. Il y avait de la détention, des grossesses forcées aussi. On forçait des femmes homosexuelles à des grossesses forcées, des personnes privées de nourriture. Évidemment, ces approches-là ont évolué et certaines d'entre elles ont disparu, mais certaines d'entre elles existent toujours. Et il y a l'approche du docteur Joseph Nicolosi. Alors, c'est un des plus célèbres, soi-disant, thérapeutes qui pratique ce genre de thérapie. Il est décédé en 2007. Il était un psychologue clinicien américain qui préconisait et pratiquait la thérapie réparatrice. C'est de cette manière-là qu'il le nommait, cette thérapie. C'était une forme de traitement pseudo-scientifique de la thérapie de conversion qui, selon lui, pouvait aider les gens à surmonter ou à atténuer leur désir homosexuel et à les remplacer par des désirs hétérosexuels. Sa thérapie réparatrice était basée sur 4 principes: la divulgation par le thérapeute de ses propres opinions à ce sujet, l'encouragement d'interrogations ouvertes du client, la résolution des traumatismes passés et enfin l'apprentissage des caractéristiques associées à l'homosexualité. Alors, c'est avec un étudiant du docteur Nicolosi que Victor Szymanski a suivi une thérapie de conversion. Et Victor a accepté de partager avec nous son expérience, ses réflexions et le travail de sensibilisation qu'il fait aujourd'hui à ce sujet. Alors, bonjour Victor. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Bon. Je voudrais dire, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette conversation. C'est un honneur.
Bien, c'est un honneur pour nous de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes depuis un certain temps médiatiquement très connu pour tout le travail que vous faites pour sensibiliser la population à cette question de la thérapie de conversion. Alors, ce que j'aimerais, Victor, qu'on fasse, avant de parler spécifiquement de la thérapie de conversion que vous avez suivie, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui vous a amené à suivre une thérapie de conversion. Quel est le contexte dans lequel vous avez vécu? Quelle est l'enfance que vous avez eue, l'adolescence que vous avez eue, qui fait en sorte qu'un jour, vous avez décidé de suivre ou vous avez accepté de suivre une thérapie de conversion? OK. Une bonne question. Quand j'ai eu 12 ans, comme beaucoup de personnes comme moi, j'ai découvert que j'étais gay. Et c'est un peu bizarre. J'ai découvert que j'étais gay en dessinant, parce que j'aime faire les dessins. Mes parents m'ont encouragé à dessiner l'art figuratif, comme les portraits des figures. Et je me souviens avoir dessiné des visages d'hommes, et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aime autant ça? Et je me souviens que mon premier coup de foudre a été comme Jon Stewart au Daily Show, parce que mes frères et sœurs le regardaient. Quoi qu'il en soit, j'ai tout de suite su que cela allait être un problème pour ma famille et pour moi, à cause que c'était un problème pour ma famille. Je n'ai même jamais regardé beaucoup de ces dessins parce que j'avais peur, alors que je les déchirais et les jetais dans les toilettes pour les faire tomber. Mais la raison pourquoi j'ai eu peur était parce que ma famille est vraiment religieuse. Je suis le plus jeune des 7 enfants d'une famille d'immigrés polonais. Et naturellement, comme la plupart des enfants immigrants, j'étais un élève trilingue, très performant au high school, malgré le fait que j'étais toujours en thérapie de conversion. J'ai obtenu un diplôme de baccalauréat international, ainsi qu'une bourse pour étudier les sciences de vie à l'Université de Toronto, à St. Michael's College. Mais tout cela a été perdu lorsque la dépression, l'anxiété, toutes ces choses, par mon expérience dans la thérapie de conversion, sont déclenchées à une tentative de suicide. Si on revient, Victor, parce que vous allez très vite, si on revient à l'adolescence, vous dites que vous faisiez des dessins et vous étiez conscient que ces dessins-là pouvaient être compromettants pour vous. Est-ce à dire que la question de l'homosexualité, pour vous, vous étiez conscient que c'était tabou, que ce ne serait pas accepté par votre famille? Et si oui, à quel moment vous avez fait le pas de dire à votre famille que vous étiez gay, et quelle a été la réaction de votre famille et de votre entourage? Après que j'ai su que j'étais gay, c'était une vraiment difficile période dans ma vie. C'était une période où la plupart des personnes âgées comme moi ont les premières relations entre les autres, comme les petites relations romantiques. Mais je n'avais pas cela parce que j'ai eu beaucoup de honte. Quand j'avais 15 ans, membre de ma famille, j'ai parlé à lui et après, c'était une période vraiment difficile pour moi. Et après, j'ai dit que j'étais gay et c'était partagé. Et mon parcours avec la thérapie de conversion a commencé à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire, il était 2012. Et donc, la thérapie de conversion a commencé, c'est-à-dire, c'est vos parents qui vous ont parlé de cette thérapie de conversion. Est-ce que vous connaissiez la thérapie de conversion? Est-ce que vous connaissiez, par exemple, les effets
des thérapies de conversion et comment vous êtes arrivé à dire oui? Est-ce que vous aviez le choix ou pas le choix de dire oui à la thérapie? C'était vraiment une décision faite sous la pression. Plutôt cette année-là, à 16 ans, ma famille a mis en place une sorte d'intervention centrée sur le thème Victor est gay, comment y remédier. Et deux de mes frères sont même rendus à Saint-Jean en 2012 pour le faire. J'ai pas vu des vidéos concernant qu'est-ce qui arrive avec la thérapie de conversion, sauf que les vidéos de NARTH, qui est la National Association for the Research and Treatment of Homosexuality, c'est fou, de Courage International, également connu sous le nom de Courage Apostolate et Courage pour faire coup. C'est un apostolat approuvé par l'Église catholique qui conseille les personnes des attirances envers le même sexe. Et les vidéos de Exodus International, c'est une organisation qui relaie les organisations qui cherchent à aider les personnes pour enlever les attirances homosexuelles. Une chose à dire est que la seule qui était déçue était Exodus, car les dirigeants ont tout déclaré qu'ils sont homosexuels et on dit en fait que c'est tout un mensonge. Et cela arrive souvent. Donc, j'ai ressenti beaucoup de pression pour le faire et on peut dire qu'il y avait la coercion. Un parent ou un adulte a toujours le pouvoir de faire pression sur un enfant ou quelqu'un de plus jeune. Et si on parlait plus spécifiquement de la thérapie de conversion, alors vous avez suivi où votre thérapie de conversion et qu'est-ce que... J'ai indiqué donc que vous avez suivi votre thérapie de conversion avec un des étudiants de Dr Nicolosi. Alors, comment vous avez suivi votre thérapie de conversion, où, et qu'est-ce que ça consistait en quoi, votre thérapie de conversion? Donc, ma thérapie de conversion s'appelait la thérapie réparatrice. Comme vous avez dit, c'était inventé par M. Joseph Nicolosi. Mais je ne sais pas comment ma famille a trouvé ma thérapeute. Il s'appelle Thomas Schmierer et il est encore pratiquant à Californie. C'est tout en ligne, une fois chaque 2 semaines. Et ma thérapie repose essentiellement sur le mensonge qu'il existe un attachement malsain entre l'enfant, le mère et le père. Et la thérapie est basée principalement sur la théorie freudienne déboulonnée et sur les techniques thérapeutiques réservées principalement aux troubles de stress post-traumatique, qui est ironique. L'idée est que l'enfant est dorloté par une mère autoritaire et une père distante. Et ainsi, pour moi, j'étais convaincu que ma mère était autoritaire et trop impliquée dans ma vie et que mon père était absent, ce qui n'est pas vrai du tout dans ma vie. Mais concrètement, alors, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Qu'est-ce qui était l'approche? Quelles activités vous faisiez dans le contexte de la thérapie? Pour moi, c'était basé sur principalement avec la pathologisation de mes attirances. J'ai été indoctriné pour exprimer une colère déplacée et fausse envers mes parents et créer une fossé entre nous qui augmentait mon potentiel hétérosexuel. Et mon thérapeute, M. Schmier, m'encourageait à fantasmer sexuellement sur les amis femelles proches comme partenaires potentiels et à essayer de me convaincre que j'étais amoureux d'elle. On a inventé des traumas dans ma vie qui n'ont pas existé, comme
une réjection des autres hommes que je n'ai pas senti. Et tout cela, toutes ces pratiques sont encore basées sur cette pathologisation. Donc, ils vont utiliser ce qu'ils veulent pour convaincre les gens. Donc, pour moi, c'était des inventions des traumas. C'était d'établir comme une force entre moi et mes parents pour comme guérir ce qui est brisé, comme réparer. Donc, le nom, la thérapie réparatrice. Et d'augmenter mon potentiel hétérosexuel. J'ai vécu tout cela sous la pression que j'ai ressentie. Et j'avais l'impression de ne pas avoir de voix et de me plonger dans ce qui était considéré comme un traitement pour ma maladie mentale. Aviez-vous l'impression que c'était une maladie mentale et comment ils évaluaient l'évolution de votre traitement, en fait, de ce qu'ils appelaient un traitement? Alors, comment ils évaluaient si vous aviez du succès dans la transformation de votre identité sexuelle? Au fur et à mesure, est-ce qu'il y avait une façon pour le thérapeute d'évaluer votre succès et votre avancement ou pas? C'est une bonne question. J'ai eu la pression d'avoir un journal que j'ai décrit ce que j'ai pensé, mes attirances. Et chaque fois que j'avais une attirance qui... je voudrais dire que j'avais beaucoup de dépression et d'honte et d'anxiété et suicidalité en école secondaire. Donc, pour moi, les attirances ont été comme pas souvent. Comme la dépression prend d'une personne une grande partie de la personne, une partie qui est souvent prise et comme la sexualité et le libido. Donc, je n'avais pas cela dans l'école secondaire. Donc, mes attirances étaient pas souvent, mais quand ils sont venus, j'ai les recordés dans mon journal. Puis après, j'ai discuté sur les attirances avec ma thérapeute et on a comme donné du responsabilité au moment que j'ai eu la honte dans ma vie. Donc, c'était tout comme en relation de l'honte et j'ai toujours une relation entre les attirances et les hontes. Et pour répondre à votre question de comment une personne peut l'évaluer, tu ne peux pas l'évaluer. C'est pas possible. Donc, pour lui, c'était toujours comme une discussion en long terme. Et rien n'a changé, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à évaluer. Et c'est aussi une instance où les thérapeutes de conversion peuvent attirer plusieurs personnes et les attraper pour un long terme. Ça a duré combien de temps? Elle a duré combien de temps, votre thérapie de conversion? Est-ce que vous êtes allé au bout ou c'est vous qui avez terminé la thérapie de conversion avant la fin? Comment ça s'est passé? La fin de ma thérapie de conversion était vraiment traumatique. J'ai commencé à l'été de 2012 et j'ai fini à octobre 2013. Donc, j'ai passé toute ma dernière année de l'école secondaire en thérapie de conversion, tout en secret. Et encore, j'ai subi beaucoup
dépression, l'anxiété, l'honte, troubles alimentaires, troubles du sommeil, comme l'insomnie et la suicidalité. Et dans octobre 2013 j'ai subi j'ai essayé de finir ma vie. De mettre fin à votre vie, oui. Par suicide. Ouais. Et j'ai subi cela. Et après cela, j'ai pas retourné à la thérapie de conversion. J'ai fait des connexions entre le fait que la thérapie de conversion pathologise les personnes et les parties des identités qui ne sont pas des pathologies. Puis après, ça fait des liens avec comme une pensée qu'une personne est comme disordered, intrinsèquement désordrée. Yeah. Si vous me permettez, Victor, je voudrais citer dans un mémoire publié en 2018 qui s'appelait « Qui veut guérir l'homosexualité », l'organisme Arc-en-Ciel disait que plusieurs études, et puis ça vient confirmer là, ce que vous dites, plusieurs études ont démontré que les pratiques de réorientation sexuelle, puisqu'il l'appelle comme ça, engendrent chez les personnes qui les subissent des conséquences cognitives et sociales telles qu'une faible estime de soi, de l'homophobie intériorisée, un retard sur le développement des relations intimes, de l'anxiété et des sentiments de détresse. Certaines personnes ont même vécu un épisode de dépression, ont eu des idées suicidaires et ont fait des tentatives de suicide. Ça correspond assez bien à votre profil. J'aimerais qu'on parle un peu de la notion d'homophobie intériorisée. Dans l'énoncé de principe sur les soins et services de santé mentale à l'intention des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des queers, l'Association des psychiatres du Canada définit ainsi l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité, de honte ou de haine de soi en raison de sa propre attirance envers une personne du même sexe ou genre issue de l'homophobie et de l'hétérosexisme. Et j'aimerais que vous me disiez est-ce que vous identifiez ce que vous avez vécu comme de l'homophobie intériorisée, puisque souvent l'homophobie, on parle des autres qui sont homophobes. On réalise peu souvent que dans la communauté LGBTQ, souvent, les individus eux-mêmes, de par la pression extérieure, sont homophobes de leur propre identité sexuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Encore une bonne question. Je sais que l'homophobie internalisée est une vraie conséquence des oppressions systémiques des personnes LGBTQ+. Un exemple dans ma vie est que on m'a dit, pas seulement en thérapie de conversion et pas seulement des personnes autour de moi, mais par la société, que parce que je suis gay, un membre de la communauté LGBTQ+, je suis en quelque sorte dangereux pour les enfants. Et c'est quelque chose qui a été dit souvent pour diaboliser les personnes LGBTQ+, et de nous vilipender comme une menace pour les enfants et les familles. Et c'est quelque chose dont je suis toujours conscient maintenant. Si les personnes pensent que je suis une personne qui est dangereuse pour leurs enfants, et je ne pense pas que les personnes qui ne sont pas LGBTQ+, ont ces pensées que tout le monde pense que je suis une personne qui est dangereuse pour les enfants. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de honte encore, même si je sais que ce n'est pas vrai, c'est tout du mensonge.
j'ai travaillé avec des enfants pour 8 années maintenant, avec beaucoup d'organisations maintenant, et ma thèse porte sur la défense des droits des enfants. Mais encore, j'ai des pensées que les personnes vont penser que je suis dangereux pour les enfants. Et pour moi, ces types d'homophobie internalisée sont dangereux pour les personnes. Comment on se sort de ça? Comment vous vous êtes sorti de cette situation, puis de ce traumatisme, je pourrais dire, de la thérapie de conversion? Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide? Est-ce qu'il y a au Nouveau-Brunswick, par exemple, de l'aide pour aider des gens comme vous qui ont passé à travers des thérapies de conversion de s'en sortir? Et comment vous avez procédé? Comment vous avez fait? Parce que manifestement, malgré ce que vous venez de dire, vous êtes quelqu'un qui semble être épanoui et qui a réussi à transformer cet événement négatif en quelque chose de constructif pour en tous les cas, pour votre avenir ou pour l'avenir des gens qui vous entourent. Ce qui m'a aidé était de trouver une communauté, de trouver une famille choisie qui a me soutenu dans les moments très sombres dans ma vie, les moments où j'ai eu des pensées que j'étais une personne mal faite. Pour moi, les relations entre les amis vrais et les amis vrais qui sont devenus ma famille choisie m'ont sauvé. C'est une histoire qui n'est pas seulement vrai pour moi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont marginalisées à cause d'une partie de leur identité, même si c'est leur sexe, leur race, leur identité comme une personne LGBTQ+, une visibilité. Si on trouve la communauté et on peut nous exprimer honnêtement, il y a beaucoup ça peut aider beaucoup et ça m'a aidé beaucoup aussi. Vous avez dit dans une entrevue que vous cherchiez à reconquérir une partie de vous-même. C'est-à-dire que dans le fond, vous aviez le sentiment d'avoir perdu une partie de qui vous étiez. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand vous dites ça, reconquérir une partie de vous-même? Alors, c'est une bonne question. C'est un processus qui n'arrête pas. Maintenant, bien que je suis aujourd'hui étudiant en maîtrise et que je travaille dans un domaine qui m'intéresse, mais ma réussite académique n'enlève rien au fait que je lutte toujours pour faire face au traumatisme obsédant qui a changé ma vie. Traumatisme qui a changé ma vie. Pour moi, de reconquérir cette partie de moi, c'est un processus de trouver qui est Victor Chemainski, de trouver ce que j'aime et ce que je n'aime pas et ce que je veux soutenir. Pour moi, j'avais aucune protection. Il n'y avait aucune protection qui était offerte pour moi comme une personne marginalisée. Et j'étais dans une position où j'ai dû simplement obéir les croyances des autres. Pour moi, de retrouver moi-même et de reconquérir cette partie de moi, c'est d'aider
défendre des droits des personnes qui sont peut-être aux mêmes positions que j'étais ou les autres positions. C'est de utiliser mes privilèges pour soutenir les autres personnes. Et par cette processus, je peux encore reconquérir cette partie de moi-même et aussi d'aider les autres. Est-ce que vous avez pris connaissance du projet de loi C8 dont j'ai parlé en début, parce que j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Je voudrais juste, je vous rappelle aussi à l'auditoire qui est avec nous que le projet de loi, il vise dans le fond, parce que le projet de loi, il émane évidemment du gouvernement. Dans le préambule du projet de loi, on parle des préjudices, on parle des conséquences que les thérapies de conversion ont sur des individus. Votre exemple est un exemple éloquent qui a dû inspirer, en tous les cas, le gouvernement pour articuler son projet de loi. Et donc, le projet de loi dit ceci: il criminalise le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré. Est-ce à dire qu'il y a des personnes qui veulent suivre une thérapie de conversion de leur plein gré? Donc, ce que dit le projet de loi, c'est qu'il criminalise le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré. Il criminalise le fait de faire suivre une thérapie de conversion à un mineur. Quel âge aviez-vous quand vous avez suivi votre thérapie de conversion? Donc, la question est sur... Quel âge vous aviez quand vous avez suivi votre thérapie? J'avais 17 ans quand j'ai commencé. Donc, vous étiez mineur. Alors, le projet de loi vise à criminaliser le fait de faire suivre une thérapie de conversion à un mineur. Il criminalise le fait de faire passer un mineur à l'étranger pour y suivre une thérapie de conversion. Vous avez suivi votre thérapie de conversion via Skype, mais avec quelqu'un d'un autre pays? C'était avec quelqu'un dans un autre pays, ouais. Mais c'était en ligne. D'accord. Donc, avec une législation comme cela, pour moi, c'est important de décrire spécifiquement le contexte de la relation, d'inclure que les thérapies en ligne ou les groupes en ligne sont encore des actions qui sont directement, qui vont directement qui n'obéit pas à ce changement de loi. Et parce que j'ai comme les deux éléments au début, comme pour créer pour faire que la thérapie de conversion est interdite pour les enfants. Ouais. Donc, je fais partie d'une minorité de personnes qui ont suivi une thérapie de conversion comme une mineure. Pour moi, la législation devrait donc refléter les besoins de chacun. Parce que la plupart des personnes qui ont vécu les thérapies de conversion ont vécu cela comme les adultes, les personnes après l'âge de 18. Donc, je dois dire que j'étais mineur, mais la plupart des personnes qui sont dans ma vie comme les survivants ont vécu cela comme les adultes. Et je soutiens que les interdictions de thérapie de conversion pour les mineurs sont une bonne chose, mais ils ne sont pas la fin. Et donc, pour protéger tout le monde, ça doit adresser que la thérapie de conversion est encore, pour la plupart, pratiquée contre les adultes. Et à votre connaissance, les adultes qui suivent des thérapies de conversion, qui sont donc des adultes, est-ce qu'à votre connaissance, ces adultes étaient consentants et ils les ont suivis de leur plein gré ou non? Quand une personne cherche la thérapie de conversion, il y a beaucoup de pression des personnes autour de les personnes qui cherchent. Donc,
par cette pression des puissances autour de cette personne, on peut argumenter qu'il n'y a pas de consentement parce qu'il y a de coercion. Et comme une personne on sait que les personnes de 18 ans sont les adultes sur papier. Mais pour moi, comme étudiant, après l'école secondaire, je n'avais pas l'autorité et les ressources pour me soutenir moi-même. Donc, même si une personne est une adulte, il y a des autres puissances qui donnent les autres personnes comme un upper hand contre cette personne qui cherche la thérapie de conversion. Parce que pour être bien précis sur le projet de loi, puis en fait, ce que vous soulevez, ça amène une discussion intéressante qui certainement aura lieu quand le projet de loi sera discuté au Parlement. Puisque le projet de loi, en fait, il fait beaucoup d'interdictions. Il criminalise 5 principaux aspects, puis autorise les tribunaux aussi à ordonner la saisie de matériel. Mais en fait, le projet de loi n'interdit pas de faire une thérapie de conversion gratuite, sans publicité, à un adulte consentant. En fait, si le projet de loi était adopté dans sa forme actuelle, sans amendement, sans modification, il est encore permis pour une personne majeure, apte à consentir, de suivre une thérapie de conversion gratuite qui n'aurait pas été publicisée, puisque la publicité est interdite. Donc, ce que vous soulevez, c'est un enjeu sur la capacité d'un individu adulte de consentir de son plein gré à suivre une thérapie de conversion. Donc, le projet de loi permet à toute personne qui, de ce plein gré, veut suivre une thérapie de conversion, de le faire. Donc, ça restera un sujet à discuter. D'ailleurs, Victor, si vous le voulez, puisqu'il nous reste à peu près 12-13 minutes, je voudrais d'abord vous remercier, mais j'aurai l'occasion de le faire à la fin. On va passer une période de questions. Donc, il y a des gens, soit dans la salle ou soit en ligne, qui posent des questions qui vous seront adressées à vous ou à moi selon le cas. Puis, si vous le voulez, on va prendre ces questions, puis on va prendre le temps qu'il nous reste pour échanger avec l'auditoire. Ça vous va? Ça va. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'aurais une question justement pour ce projet de loi-là. Je comprends pas pourquoi c'est pas juste illégal. Parce que dans le fond, c'est quelque chose qui est négatif. Puis les gens qui cherchent des traitements comme ça, même si c'est consentant, là, si on veut dire, c'est qu'en quelque part, il y aurait besoin plus d'une thérapie ou de l'aide dans leur vie. C'est un peu comme la lobotomie. À un moment donné, on a réalisé que ça, c'était comme pas du tout efficace, ça servait à rien, ça faisait du dommage. Fait que je comprends pas l'idée de garder une partie légale. Merci. Alors, je ne sais pas, c'est pas nécessaire de répéter la question, alors? Les gens ont compris la question. Donc, écoutez, je vais vous expliquer... Je vais vous expliquer et puis je vais tout de suite dire que, à travers mon explication, je ne suis pas en train de prendre une position. Là. Je vous explique le fait que quand un projet de loi est adopté, il doit répondre à la Constitution du Canada, à la Charte canadienne des droits et libertés. Et en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés, par exemple sur la question de la liberté de conscience et de religion, sur la question de la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens. Alors, si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, si des citoyens contestent ce projet de loi, pour les raisons que vous avez énumérées, donc quelqu'un croit qu'il devrait être complètement aboli, cette idée de la thérapie de conversion, la Cour va devoir se pencher si cette personne apporte, par exemple, amène le gouvernement en cours, la Cour va devoir se pencher sur cette question en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés. Puisqu'il est vrai que des parents, par exemple, peuvent revendiquer
le droit d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent. Il est vrai aussi que des personnes peuvent dire de mon plein gré, je veux suivre une thérapie de conversion. Donc, les projets de loi et les lois sont toujours confrontés à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Constitution. Et je pense, et je ne peux pas parler pour le gouvernement parce que je ne suis pas le gouvernement, je suis du Sénat, mais si le projet de loi est adopté par le Parlement, les infractions qui ont été créées, par exemple, sont incorporées au Code criminel. Ce sera alors à des citoyens, organismes, à contester devant les tribunaux canadiens les dispositions qu'ils considèrent aller à l'encontre de leurs droits, et les tribunaux procéderont alors à une analyse minutieuse des revendications de ces citoyens en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, je ne suis pas un expert. Ce que je peux vous dire de ma connaissance, c'est que la Cour doit se pencher sur le respect des droits. Est-ce que les droits individuels d'une personne vont à l'encontre des droits d'une autre personne? Jusqu'où ces droits commencent et finissent? Donc, à l'intérieur de la Charte, l'article 1 de la Charte dit que pour des raisons diverses, la Cour peut décider qu'effectivement, un droit a préséance sur un autre. Mais je m'arrêterai là, mais c'est la raison pour laquelle je crois, dans ce cas-ci, le projet de loi proposé par le gouvernement ne bannit pas entièrement la thérapie de conversion. Il y a une question de constitution et de respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Merci pour votre question. J'ai 2 questions qui viennent de personnes en ligne. La première, les 2, en fait, s'adressent à Victor. La première est: qu'est-ce que tu penses de l'intersectionnalité de la communauté LGBTQ2? La question est, est-ce que vous pouvez le répéter? Oui. La question est: qu'est-ce que tu penses de l'intersectionnalité de la communauté LGBTQ+? Intersectionality, en anglais, là. Okay. Est-ce que tu comprends la question? Je comprends la question, OK, oui. d'accord. Merci beaucoup pour la répétition. Donc, pour moi, une approche intersectionnelle reconnaît la discrimination systémique à l'orientation ou les identités sexuelles, au genre, à l'identité de genre, à la race, au statut économique ou les autres. Que pour moi, l'intersectionnalité est vraiment importante pour comprendre qu'il y a des personnes où leur identité vont croiser ces lignes. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a ces multiples obstacles systémiques aux opportunités. Il y a des formes multiples des préjugés qui sont vrais pour beaucoup de personnes. Et nous devons comprendre que les formes de discrimination systémique se récupèrent et présentent des défis uniques pour des personnes et les communautés qui sont concernées. Pour moi, la libération des personnes LGBTQ2+, ne peut pas se faire si, par exemple, on ne dit pas que les vies noires comptent ou que les droits des personnes indigènes sont les droits des humains. L'intersectionnalité est vraiment la fondation de la libération des personnes LGBTQ2+. Et on doit comprendre qu'il y a des multiples formes de discrimination et reconnaître que les différentes formes de discrimination peuvent se croiser les unes et l'autre dans certaines personnes. Par exemple, une personne qui est
une identité noire et aussi une identité LGBTQ+, peut faire face au racisme, même dans la communauté LGBTQ+, qui arrive souvent, ou les personnes qui ont des héritages, l'héritage d'Asie. Il y a beaucoup de différentes formes de discrimination et les racismes, même dans la communauté LGBTQ+. L'intersectionnalité est vraiment importante à la libération des personnes LGBTQ+, parce que ça donne une solidarité entre les autres groupes qui sont même discriminés dans notre société. Donc, nous devons écouter les préoccupations des personnes noires ou les peuples autochtones ou indigènes si nous voulons vraiment défendre les droits des humains ici au Canada. Nous devons reconnaître nos privilèges et nous devons comprendre que les différentes communautés sont confrontées à différentes formes de discrimination et que celles-ci reculent. Nous devons mieux soutenir les communautés et financer les soutiens communautaires, comprendre et démanteler le racisme et défrayer la police. Nous sommes tous dans le même bateau et une société peut être mesurée dans la mesure que laquelle elle défend ses membres les plus vulnérables. Ah oui, d'accord. La deuxième question était, est-ce que tu as une opinion sur comment le gouvernement s'organise pour aider les groupes marginalisés? Gouvernement du Nouveau-Brunswick, du gouvernement fédéral? Ça dit gouvernement, le gouvernement. Donc, comment les gouvernements organisent l'aide actuellement pour les groupes marginalisés? OK. C'est une bonne question. Pour moi, l'organisation du gouvernement, je pense que l'organisation du gouvernement fédéral mais je vais concentrer sur l'organisation du gouvernement fédéral parce que on a discuté un projet de loi fédéral. Nous avons besoin d'une représentation proportionnelle ici au Canada. Que les partis ou les candidats que les personnes vont donner leur soutien, que ces personnes sont bien représentées dans les chambres de communes ou aux autres endroits au Canada, comme les personnes qui font des décisions. Aussi que ont besoin que au niveau fédéral, que chaque représentatif d'une région est élu par les personnes, que chaque membre qui est représentatif à une région est représentatif au peuple, a la responsabilité d'écouter et d'être vraiment choisi par le peuple. Le gouvernement a évolué en raison de la nature élue. Et pour moi, l'organisation du gouvernement doit être par le peuple et pour le peuple. Donc, pour les personnes marginalisées, les élections sont vraiment importantes pour soutenir leurs intérêts. Merci. Il y avait une question dans la salle. Moi, j'ai deux questions. Vous parliez de famille choisie. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre famille naturelle? Avez-vous encore des contacts? Deuxième question, ça coûte combien une thérapie de conversion? Et un commentaire, j'aimerais voir la réaction du public si on essayait de faire une thérapie de conversion pour les hétérosexuels. Avez-vous saisi les questions? Un peu. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? OK. Alors, la première question était... La première question est, est-ce que vous avez parlé, Victor, de votre famille d'accueil choisie? Alors, la question était, avez-vous toujours des contacts avec votre famille biologique, je pourrais dire? Et la deuxième question, c'est combien coûte une thérapie de conversion?
encore des bonnes questions. Je veux dire tout d'abord que ma famille m'aime beaucoup et je les aime beaucoup aussi. Cela n'a jamais changé et je ne crois pas que cela changera un jour. Leur amour pour moi est guidé par leurs convictions et leurs croyances et ils ont fait leur mieux. J'espère un jour de guérir notre relation, mais pour l'instant, je suis comme tellement privilégié d'avoir une famille choisie qui m'aime pour la personne que je suis. J'ai une... comme quand j'ai décidé à être... comme à séparer moi-même, j'ai dormi dans ma voiture pour de nuit avant que j'ai eu l'opportunité d'habiter avec la famille de ma meilleure amie. Donc, cela a été beaucoup de... oui, c'est un vrai privilège parce que beaucoup de personnes qui, par exemple, sont LGBTQ+, sont sans abri. Beaucoup de personnes ont cette identité. Et cela m'a évité à cause que j'ai une famille qui est choisie. C'est un vrai privilège parce que beaucoup de personnes qui sont dans ma position n'ont pas ce privilège. Donc, même si j'ai une famille choisie, qui j'aime beaucoup, j'ai aussi ma famille qui m'aime beaucoup et je les aime beaucoup aussi. Et la deuxième question, combien ça coûte ça dépend sur la thérapie de conversion. Pour moi, c'était, je crois que c'était 200 ou 200 $200 par session et j'ai eu 2 sessions par mois et c'était $200 dans les dollars des États-Unis. D'accord. Okay. Merci. Victor, je voulais juste indiquer que Victor était à l'aise avec la question concernant sa famille parce qu'on en avait déjà discuté avant. Donc, je le dis surtout pour les gens qui pourraient être offensés qu'on ait posé une question aussi personnelle, mais je sais que Victor était à l'aise, sinon je l'aurais dit. Ouais. Maryse, avant de terminer, est-ce que vous me permettez et Victor, juste, si vous me permettez tous les deux, je vais juste transmettre aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il y a quand même des ressources qui existent si vous voulez approfondir votre compréhension soit des thérapies de conversion ou de tout autre sujet qui touche les communautés LGBTQ. Il y a donc le fameux lexique dont je vous parlais, LGBTQ+, qui est, puis j'imagine que ça restera sur le site, là, mais qui est au gouvernement du Canada. Il y a évidemment le projet de loi et d'autres informations au ministère de la Justice du Canada. Il y a le rapport de l'expert indépendant de l'ONU que je vous encourage vivement à lire. C'est un rapport très important qui est tout récent et qui traite de la question des thérapies de conversion et qui nous permet de comprendre comment, à travers le monde, des thérapies de conversion existent toujours. Il y a aussi l'organisation ILGA, qui est une organisation qui... le rapport complet est uniquement en anglais, mais ils ont aussi un rapport. Et il y a des organisations comme EGAL et No Conversion Canada, qui sont aussi des lieux de référence pour obtenir de l'information. Et je veux quand même mentionner que, évidemment, le gouvernement fédéral propose ce projet de loi-là. Vous le savez peut-être, il y a des projets de loi, il y a des lois qui existent au niveau des provinces, puisque la question des thérapies de conversion, elle traverse les champs de compétences. Donc, il y a des provinces qui ont des lois qui bannissent la thérapie de conversion, en tout cas qui bannissent le fait d'en offrir. Vous pourrez obtenir cette information-là sur le site. Et je veux vous informer, pour les gens du Nouveau-Brunswick, qu'il y a tout récemment, le 11 mars dernier, le projet de loi 35, qui est un projet de loi
le projet de loi sur la protection de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, qui a été déposé à l'Assemblée législative à Fredericton par Megan Mitton, la députée, donc qui est un projet de loi qui vise aussi à encadrer et à éventuellement bannir les thérapies de conversion. Donc, je pensais important de dire ça. Et avant que vous cédez la parole, Maryse, si je peux juste, comme mot de la fin, d'abord, je voudrais personnellement, Victor, vous remercier, mais vous dire aussi à quel point j'ai de l'admiration pour vous, pour votre manière d'avoir transformé ce que vous avez vécu, même si c'est toujours douloureux aujourd'hui, pour votre manière d'avoir transformé ça en un mouvement, je dirais, qui va aider, qui aide beaucoup, non seulement les gens de la communauté LGBTQ2+, mais qui aide aussi les citoyens canadiens, néo-brunswickois, à comprendre quels sont les enjeux que vivent des membres de la communauté LGBTQ2+, comme vous avez vécu. Je trouve que vous êtes formidable dans votre manière d'en parler, vous êtes engagé, et si je peux me permettre de dire ça, ça me donne profondément espoir en l'avenir. Je crois qu'avec des gens comme vous, on risque de transformer notre société. Et donc, en terminant, avant de céder la parole à Maryse, je voudrais vous encourager, ceux et celles qui nous regardent et ceux qui sont ici en salle, de suivre les travaux du Parlement du Canada concernant ces questions. On ne sait pas à quel moment, là, compte tenu de la pandémie, la discussion et les débats auront lieu en Chambre, mais je vous invite à aller voir sur le site et à suivre les débats. On a besoin que les citoyens et les citoyennes écoutent les débats et vous savez, on accueille aussi des témoins pour examiner nos projets de loi. Je veux aussi vous lancer le message de soutenir vos familles, de soutenir les gens de la communauté qui sont soit des membres de la communauté LGBTQ2+, ou qui sont des alliés et qui subissent parfois aussi des défis et de la discrimination. Enfin, puisqu'on est en période de pandémie, en parlementaire, je me dois de vous dire de continuer de respecter les règles de santé publique et de sécurité, puisque nous sommes toujours dans le milieu de cette pandémie, elle n'est pas terminée. Et Jean-Roch Savoie disait dans sa conférence qu'en fait, c'est tout un changement de culture dont on a besoin pour faire en sorte qu'on puisse régler des grands défis comme ceux que rencontre la communauté LGBTQ2+. Alors, je souhaite qu'ensemble, ici au Canada comme ailleurs dans le monde, on puisse participer activement à transformer cette culture-là. Encore une fois, merci au rendez-vous Acadie Love de m'avoir permis de rencontrer cette personne formidable qu'est Victor et de vous avoir rencontrés tous. Merci à vous et je vous repasse la parole, Marie. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'était mon plaisir. Merci, Victor. Merci, Victor, et merci au sénateur Cormier. C'est notre dernière conférence. J'espère que les gens en ligne auront apprécié. Et effectivement, il y aura beaucoup de références qui vont être mises en ligne suivant la journée d'aujourd'hui. Pour nous, il nous reste 2 activités ce soir. Le spectacle de Maggie Savoie à 19h et le spectacle, plutôt le cabaret de Mado, directement de son cabaret à Montréal, donc Mado Lamotte. Et je pense que le courage, la résilience, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, Victor. Beaucoup d'appréciation et d'admiration pour ce que vous faites et le courage de nous en parler aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.